Les images magnifiques que vous venez d'apercevoir sont celles du château de Breteuil, un monument historique situé au cœur de la vallée de Chevreuse. Alors habituellement c'est nous qui recevons notre invité. Aujourd'hui c'est l'inverse, c'est notre invité qui nous reçoit. Je vous présente monsieur Henri-François de Breteuil. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et merci de nous recevoir dans ce parc magnifique. Alors, monsieur de Breteuil, la première question qui me vient à l'idée, c'est quand avez-vous récupéré ce château? Car je crois que vous êtes à plein temps pour vous en occuper, c'est ça? Oui, j'étais au départ avocat international et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, le château a besoin que deux personnes s'occupent à plein temps de lui dans sa direction, c'est-à-dire mon épouse et moi-même. Et j'ai récupéré le château dans des conditions, je dirais, complètement acrobatiques, car dans les années 60, le château avait été mis en vente. Et il a failli être vendu. Et un promoteur voulait installer ici un hôtel de 400 chambres, des bungalows, des tennis sur herbe, etc. Et heureusement, miraculeusement, j'avais 17 ans à l'époque, on a pu obtenir le classement au titre des monuments historiques, non seulement du château, mais de l'ensemble du parc. Et du coup, ce projet a capoté. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai pu y venir à l'âge de 22 ans, en 1967, et lancer déjà, il y a presque 40 ans, l'ouverture au public. Voilà, donc depuis 1967, vous vous occupez de votre château. Hein. Vous avez, qu'est-ce qui demande le plus d'investissement dans un château comme ça au niveau de l'entretien? Alors certainement, ce qui est le plus coûteux, ce sont les jardins. Parce que les jardins, il faut toujours y revenir. Il faut toujours entretenir les plantes, il faut toujours surveiller ces ifs merveilleux que nous avons autour de nous, qui ont plus d'une centaine d'années, il faut leur donner de la bonne terre, etc. Et les travaux de jardin sont de loin ce qui demande le plus d'entretien. Parce que quand vous avez refait un toit, au fond, vous êtes tranquille pour 100 ans. Alors que quand vous avez refait un jardin, eh bien, il faut chaque année remettre des fonds pour l'entretenir et pour l'embellir et faire qu'il reste le mieux entretenu possible. Une des premières choses qu'on remarque quand on visite ce château, c'est que c'est un château très meublé déjà, car il y a peu de châteaux aussi meublés. Quand on visite Versailles, on voit des immenses pièces vides. Celui-ci est très meublé et également grâce à des scènes qui retracent les contes de Perrault. Alors ça c'est assez extraordinaire. Il y a tout un circuit que vous avez mis en place autour des contes de Perrault, donc La Belle au bois dormant, le Petit chaperon rouge. Vous avez reconstitué plein de scènes avec des mannequins en cire, c'est ça? Exactement. On a d'une part, vous y avez fait allusion très aimablement des scènes de l'histoire de France dans le château, car c'est la rencontre entre l'histoire d'une famille, les Breteuil, et l'histoire de la France. Mais c'est vrai que le thème qui attire le plus les familles, les parents et les enfants, ce sont les contes. Et pourquoi les contes de Perrault à Breteuil? Parce que nous avons ici beaucoup de lieux qui évoquent la vie d'autrefois. La salle de chasse, le lavoir, l'ancien fruitier, la fabrique du labyrinthe, etc., etc., la maison dans les bois. Et nous nous sommes dit au fond que ce serait intéressant de mettre là des scènes des contes, car souvent, en lisant tous ces contes merveilleux de Charles Perrault, on va retrouver une scène qui peut parfaitement s'adapter à un lieu de vie d'autrefois d'ici. Je vais donner tout de suite un exemple. Vous vous souvenez que Peau d'Âne, à un moment donné, se retire dans une ferme et qu'elle fait les tâches les plus serviles. Elle lave le linge, elle est souillon à l'époque. Eh bien, nous avons remis Peau d'Âne dans le lavoir du château, là où les laveuses, jusqu'en 1930 ou 40, lavaient les linges du château. Mais là, c'est Peau d'Âne. Voilà un exemple. La rencontre entre un passage de Perrault et un lieu de vie d'autrefois qui s'adapte au point de vue scénographie parfaitement au passage de Perrault. J'ai vu que vous aviez quand même le souci du détail, hein, parce que sur la scène de La Belle au bois dormant, on voit son cœur battre aussi. Hein. Elle respire, parce qu'elle n'est pas du tout morte, elle respire, elle est là depuis 100 ans, elle continue à respirer, et quelquefois je dis aux charmantes petites visiteuses qui viennent, je leur dis, vous savez, n'allez pas réveiller La Belle au bois dormant, car sinon si vous la réveillez, c'est vous qui allez vous endormir pour 100 ans. Alors les petites filles sont très impressionnées, elles font très attention. Oui, il y a aussi une histoire d'amour, je crois, entre la lingère qui est en cuisine et le chauffeur, c'est ça? Oui, ça on peut tout à fait imaginer. Ce qui se passe, c'est que la lingère a l'air tellement ahurie, impressionnée de voir le chauffeur du roi d'Angleterre en face d'elle. Et pour elle, ce chauffeur du roi, c'est un peu comme Dieu le Père, en quelque sorte, qu'elle en est effarée. Et qu'elle est là, mais c'est comme si on se trouvait, nous, tout d'un coup, en face du pape ou en face du président de la République. Alors elle est très effarée, d'où ce regard un petit peu bizarre. Alors, ces personnages en cire donnent beaucoup de vie au château.
Depuis quand sont-ils installés au château, ces personnages? Bien, ça a été très progressif. Au début, on a eu les premiers personnages, les scènes de cire avec Louis XVI, Marie-Antoinette, Louis XVIII, le roi Édouard VII d'Angleterre. Et puis petit à petit, on a augmenté. On a eu, alors les premiers, c'est 1971. Après, on a eu Marcel Proust qui est arrivé. Ensuite, on s'est beaucoup occupé des cuisines dans les années 80. Tous les personnages des cuisines évoquant justement la vie de ce château avant 1900 ou en 1900. Et puis maintenant, il y a les personnages des contes de Perrault qui sont apparus pour les derniers en l'an 2000 ou 2002, dans les scènes dont nous parlions. Et puis en plus, on a aussi les chabotés. Ça, c'est tout nouveau. Chabotés, le chaboté va devenir le fil rouge de la visite. On va le retrouver dans différentes scènes de la visite du château ou de la visite des contes. Et il est là pour être la mascotte, en quelque sorte, qui va guider le visiteur. Mais il est chaque fois différent. Il y a le chaboté artiste-peintre, il y a le chaboté écrivain, il y a le chaboté musicien, etc., etc. On en trouve toute une série. Oui, c'est la vedette du château, le chaboté. On le voit un peu quasiment dans presque toutes les pièces, dans différents costumes. Pourquoi vous êtes focalisé sur le chaboté? Je vais vous dire, parce que le chaboté, c'est au fond un être extraordinaire. C'est en même temps un homme et un chat. Et en plus, c'est un être très bienfaisant. Si j'étais le marquis de Carabas, ce que je ne suis pas, je suis marquis de Breteuil, je serais très heureux d'avoir un chaboté qui m'amène tous ses succès, j'épouse la fille du roi, je récupère plein de pièces d'or pour restaurer le château, etc. Donc c'est un être bienfaisant, qui complètement une création de Perrault, parce que c'est moitié chat, moitié homme, c'est fantastique. Et c'est pour ça que j'ai voulu le mêler à l'histoire, parce qu'au fond, il est tout à fait juste de penser qu'on a la grande bibliothèque du roi, par exemple, d'un côté, et en face, la petite bibliothèque du chaboté qui écrit. Et en plus, pour les enfants, c'est un lien direct. Ils vont le regarder peut-être plus, le roi Louis XVIII, par exemple, dans son fauteuil roulant, parce qu'ils ont vu en face le petit chaboté en train d'écrire dans sa bibliothèque. Ça attire le regard tout de suite des enfants? Je crois que c'est frappant de voir que les enfants, ils ont besoin qu'on les aide à imaginer. Je crois que les adultes aussi d'ailleurs. Si vous montrez, je prends un exemple, le fauteuil roulant de Louis XVIII vide. Les gens vont dire c'est très bien, on a vu un fauteuil roulant, un fauteuil de malade, même s'il est très beau, etc. Mais si vous mettez Louis XVIII dans son fauteuil, vous verrez un enfant qui va sortir du château, et ça je l'ai vu de mes yeux plusieurs fois, rejoignant ses parents et en criant « J'ai vu Louis XVIII ». Donc du coup, le fauteuil, il saura que c'est Jacob qui a fait le fauteuil roulant de ce roi invalide qui était Louis XVIII. On a l'impression qu'il est habité d'ailleurs, ce château, parce qu'il y a beaucoup de la salle de bain, la cuisine, les objets sont posés de telle manière à ce qu'on a l'impression effectivement que vous y habitez. Vous n'y habitez pas, je crois, au château lui-même? Non, c'est-à-dire que le château est pour les visiteurs, comme l'ensemble du parc de 75 hectares qui intégralement est ouvert aux visiteurs. Mais dans le château lui-même, nous avons voulu qu'il soit entièrement pour les visiteurs. Donc c'est difficile de faire une zone d'habitation, des escaliers interdits, tout ça. Je trouve qu'à la limite, ce n'est pas bien. Il faut que le visiteur se sente chez lui dans le château. Et comme nous avons la chance d'avoir 2 pavillons sur la cour, nous habitons un des 2 pavillons, nous avons nos bureaux dans l'autre pavillon, et ce qui fait que l'hiver, on est beaucoup mieux chauffé dans les pavillons que dans le château, même si le château est tempéré, bien sûr, pour les visiteurs du château, qui ne vont pas aller visiter un château quand il fait -10, si ce n'est pas un peu chauffé. Alors comme beaucoup de châteaux, Breteuil a un trésor, il n'est pas caché, il n'est pas enfoui sous un sapin, il est au contraire très bien exposé dans une pièce, il s'appelle la table de Tunchen, oui. Si je prononce bien. Alors c'est une table magnifique, elle est recouverte de feuilles d'or, de pierres précieuses, et donc je crois qu'elle a été offerte par un prince allemand à un de vos aïeuls, c'est ça? Voilà, en fait cette table c'est le trésor du château. Elle est située dans une pièce qu'on appelle le cabinet des trésors. Et cette table, c'est un bijou et un meuble. C'est-à-dire qu'elle est en vermeil, or et argent. Elle est entièrement incrustée de 128 sortes de pierres, précieuses, semi-précieuses et plaques de bois pétrifiées. Elle est l'œuvre d'un joaillier saxon qui s'appelait Neubert, qui était de Dresde. Elle date de 1779. Et c'est aussi la table de la paix, parce que mon aïeul, Louis-Auguste de Breteuil, a été désigné comme médiateur pour mettre fin à une guerre en Europe, la guerre de la succession de la Bavière, qui opposait la Prusse et l'Autriche. Et le roi Louis XVI, dans sa grande sagesse, il a 24 ans à l'époque, a imposé la médiation de la France. Et Breteuil, mon aïeul, ambassadeur à Vienne, a été chargé de négocier le traité avec tous les ministres de tous les pays concernés. Et comme l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, mère de Marie-Antoinette, était
très très satisfaite de voir que la paix était revenue dans son pays et dans l'Europe. Elle a donné le plus beau cadeau qu'on ait jamais fait à un ambassadeur ou un ministre en offrant à Louis-Auguste de Breteuil cette table qui est donc au château depuis 1780. C'est une table, je pense, qui vaut largement le prix du château lui-même. Exactement. La table, elle toute seule, je le dis souvent, vaut plus cher que le château, tous les meubles, et je rajoute moi y compris. Mais c'est pas ça qui rajoute beaucoup. C'est une question affreuse que je vais vous demander, mais est-ce que si vous deviez choisir entre la table et le château, vous garderiez quoi? C'est une bonne question. Je vous dirais que si le château tombait complètement en ruine, si nous en étions chassés par une révolution épouvantable, sanglante, etc., je choisirais la table. Parce que je peux peut-être la mettre dans un coffre de voiture, plier et l'emmener. Et racheter le château après. Et peut-être racheter le château après et revenir dans une deuxième carrière pour acheter le château. Cela étant, je trouve que l'un, je vais vous faire une réponse de Normand, mais les Breteuils sont normands à l'origine, je crois que l'un et l'autre sont tellement indissociables, en pensant que cette table n'a jamais quitté le château, ni au moment des révolutions, ni au moment des guerres mondiales, etc. Je crois qu'il faudrait que ce problème, que cette question dramatique ne se pose jamais, parce que le château sans la table serait très orphelin, et la table disposée dans un appartement à Mexico, par exemple, n'aurait plus du tout le même impact. Surtout si elle est chez un collectionneur privé. Et en plus, si personne ne peut l'admirer, la voir. Là, elle est vraiment dans son jus, comme disent les spécialistes. Elle est avec le portrait de celui qui l'a reçu, avec le portrait de celle qui l'a donné. Donc, il ne faut pas penser à séparer la table du château. Alors, dernière petite question, car il y a beaucoup de réalisateurs passionnés qui regardent notre site. Est-ce qu'il y a déjà eu des tournages de films dans votre château? Oui, nous avons accueilli plusieurs tournages de films. Je ne vais pas tous les nommer, mais je vais vous nommer peut-être le premier, qui est entièrement tourné ici, qui était en 6 épisodes, L'homme qui revient de loin, de Gaston Leroux, qui existe d'ailleurs en cassette dans les supermarchés, qui était un grand succès. L'homme qui a écrit Le mystère de la chambre jaune, etc. Donc, L'homme qui revient de loin. Comme grand film cinéma, je citerai bien sûr celui qui m'a le plus frappé, c'est Madame Bovary, de Claude Chabrol, avec cette merveilleuse et adorable Isabelle Huppert, que j'ai bien connue à cette occasion, qui a tourné ici notamment la scène du bal. Vous savez, cette fameuse scène du bal où elle sort du château en disant à son mari, le cher Bovary, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah oui. Parce que cette petite bourgeoise, etc., elle a vu ce château, elle a dansé, elle est ravie, tout va bien. Et puis on a aussi, pour citer autre chose, des films publicitaires de temps en temps qui ont été tournés ici, les biscuits Balzen, les deux fameux moustachus 118-218 qui ont tourné ici tout récemment, etc., etc. Je ne vais peut-être pas faire trop de publicité, je ne sais pas si j'ai le droit sur votre chaîne. Il n'y a aucune contrainte là-dessus. Il n'y a aucune contrainte, enfin voilà. Donc on a de temps en temps comme ça. Et puis on a alors aussi quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que nous sommes le château du président de... Je cherche le nom, vous savez, ce grand président qui est sur Canal+, et qui... c'est pas Legoland, mais c'est un nom... je ne me souviens plus du nom, je ne sais pas si je cherche le nom de son pays. Le château Groland, voilà Groland. Eh bien, nous avons le président de Groland qui vient tourner ici, et puis nous avons eu de temps en temps aussi les Guignols qui sont venus, nous étions un peu l'Élysée avec le Salon doré, etc. Nous avons eu Jacques Chirac, Lionel Jospin, pas encore Sarkozy, mais ça va venir. Donc, mais c'est surtout Groland, et ce sont des habitués de Groland qui viennent ici. D'accord, mais si les pierres pouvaient parler, je pense que depuis 200 ans, il s'en est passé des choses. Absolument. Merci beaucoup, monsieur de Breteuil, pour cette interview et nous avoir reçus. C'était une joie d'accueillir vous-même et puis toute votre équipe, et j'espère que les internautes qui vont nous regarder, d'ailleurs nous avons un site internet comme vous le savez. Que j'ai vu, qui est très bien fait d'ailleurs. On peut aller se reporter sans problème, www.chateaudebreteuil.fr, et nous serons ravis d'accueillir grâce à vous les internautes, puisque nous sommes nous-mêmes des passionnés d'internet. Bien, merci beaucoup. Sur votre écran s'affiche d'ailleurs l'adresse du site ainsi que les tarifs de visite. Vous trouverez tout ça sur le site internet du Château de Breteuil. Merci beaucoup et nous vous y verrons à très bientôt sur review1.com. Au revoir.